Imaginez vivre dans une ville où il y a un nombre incalculable de meurtres non résolus. Bienvenue à Bardstown, une petite ville du Kentucky, célèbre pour sa confection du bourbon et pour son taux de criminalité très élevé. Le premier meurtre est celui de l'agent Jason Ellis. Depuis 5 ans, il est maître chien au département de police, en plus de ses fonctions de patrouille. Son travail a été récompensé plus d'une fois. Il a été élu officier de l'année en 2008 et a reçu plein de prix. C'était un héros aux yeux de tous les gens de la ville. Et sur son temps libre, il était entraîneur de baseball pour les jeunes. Le soir du 25 mai 2013, il termine son service vers 2h du mat. Il rentre chez lui après avoir calmé un perturbateur dans un bar. Sur la route, dans sa voiture de fonction, il se retrouve nez à nez avec un arbre abattu qui bloque la route. Il s'arrête sur le côté, met ses gyrophares pour indiquer qu'il y a un danger sur la route. Il descend de sa voiture pour dégager les débris et 5 minutes plus tard, il se fait tirer dessus. Suite à ce tir, un automobiliste qui passe par là le retrouve par terre. Il a des balles dans le bras, la tête et le visage. Le meurtre de Jason a fait beaucoup de bruit car c'est le premier officier du service de police de Bardstown qui a été tué en plein service. Et c'était clairement une embuscade. Quelqu'un avait planifié tout ça. L'autopsie a révélé que les coups de feu avaient été tirés de loin, mais que d'autres avaient été tirés de très près, comme si le tueur s'était peu à peu rapproché de sa cible. Mais pourquoi ce père de 2 enfants a-t-il été abattu en pleine nuit? Jason n'était impliqué dans rien de louche. En revanche, à ce moment-là, il bossait pour démanteler un trafic de drogue. Et c'était le seul officier impliqué dans cette affaire. Comme la police n'avait aucune piste solide, la théorie la plus probable qui a été retenue était qu'un trafiquant voulait le voir disparaître. D'autres pensent que ce sont des gamins de la ville qui ont voulu jouer les durs en tuant un flic. La police, sous le choc, n'a jamais retrouvé le coupable. Mais elle savait une chose. Celui qui avait fait ça était un tueur qui savait manier une arme. Il soupçonne alors un homme qui a reçu une formation militaire ou policière, voire même plusieurs hommes. Mais jusque-là, il n'y a rien d'alarmant, car malheureusement, on peut expliquer pourquoi quelqu'un voudrait tuer un flic. Surtout un flic qui est missionné d'éradiquer un trafic de drogue. Mais vous allez voir que les choses vont devenir de plus en plus bizarres. L'histoire de Bardstown s'est encore un peu plus assombrie 1 an plus tard. En avril 2014, une institutrice, Cathy Netherland, et sa fille de 16 ans, Samantha, sont découvertes gisantes dans leur sang chez elles. Ce qui est très étrange, c'est que les 2 jeunes femmes ont été assassinées dans des circonstances qui rappellent beaucoup celles de Jason. La mère a reçu plusieurs balles et sa fille a été poignardée à plusieurs reprises. Toutes les 2 avaient la gorge tranchée. C'était horrible. Les enquêteurs ont donné très peu de détails sur la manière dont elles étaient abattues, mais ils ont précisé que Samantha avait été très violentée. Elles étaient dans 2 pièces différentes quand elles ont été surprises par le tueur. Et selon les informations de la police, l'attaque n'aurait duré qu'une dizaine de minutes. Cathy était prof à l'école élémentaire de la ville. C'était une mère sans histoire qui venait de perdre son mari d'un cancer. Elle élevait depuis son décès ses 2 jeunes filles, Samantha et Holly, l'aînée qui était déjà à l'université. Samantha, quant à elle, était une élève brillante, populaire et sans problème qui venait d'être acceptée dans une très grande université. Si Jason Ellis était innocent, alors Cathy et Samantha étaient irréprochables. Qui pouvait bien leur en vouloir? La police avait beau chercher, il n'y avait aucune raison pour que quelqu'un veuille assassiner brutalement une enseignante et une lycéenne. La police a tout de suite écarté la piste d'un cambriolage qui aurait mal tourné, car il n'y avait pas de traces d'effraction ni de vol. Lorsque le père de Cathy les a découverts, il a affirmé que tous les objets étaient bien en place et que rien ne manquait. Selon les autorités, une voiture noire a été aperçue sur les images de surveillance près de la maison le soir de leur mort. Mais la police n'a jamais retrouvé ce véhicule. Certains pensent qu'il s'agit d'une attaque surprise d'un gang qui avait quelque chose à prouver. D'autres pensent que tout était prémédité depuis un certain temps car Cathy avait posté un message sur son Facebook 4 mois avant l'attaque. Et avec du recul, ce n'était pas un simple post Facebook. C'était un véritable message alarmant. Elle explique que ce matin-là, elle entend un drôle de bruit. Au début, elle pense que c'est leurs 2 chats qui ont fait tomber quelque chose. Mais en réalité, c'était la vitre de la porte d'entrée qui a été brisée. Comme beaucoup de gens le font sur les réseaux sociaux, Cathy pousse alors un coup de gueule en disant qu'après avoir ramassé les bouts de verre par terre, elle allait devoir passer le reste de la journée à chercher un artisan pour remplacer les fenêtres. Est-ce que c'était une pure coïncidence? Comment la vitre avait été-elle cassée? Est-ce que quelqu'un lui en voulait? Certains pensent que le tueur était déjà en train de l'observer, d'autres pensent que c'était de la pure provocation. Comme si on avait voulu la tester pour voir comment elle allait réagir. Dans cette affaire, la plus grande fille de Cathy a été soupçonnée. Les gens disaient qu'elle voulait toucher son héritage et faire une fraude à l'assurance.
Mais comme son université se trouvait à 2 heures de route de Bardstown, c'était peu probable. En plus, Holly a toujours été coopérative avec les services de police. Elle a même laissé entendre, en accord avec la police, qu'elle offrait une récompense de 45 000 € pour quiconque aurait la moindre information sur le meurtre de sa mère et de sa sœur. Mais personne n'a jamais apporté quoi que ce soit à l'enquête et le meurtrier court encore dans la nature. Maintenant, nous allons passer à l'affaire la plus célèbre de Bardstown, la disparition de Crystal Rogers qui a eu lieu, elle aussi, pratiquement 1 an après le meurtre de Cathy et Samantha. Le 3 juillet 2015, la voiture de Crystal est retrouvée près d'un parc, avec un pneu crevé et les clés sur le contact. Par terre, il y a son sac à main et son téléphone déchargé, mais aucune trace de Crystal. Crystal avait une famille nombreuse. Elle avait eu 4 enfants d'un précédent mariage et vivait maintenant avec Brooks, avec qui elle a eu un autre enfant. Brooks était un homme poli qui possédait plusieurs propriétés dans la région. Il avait pour ambition de devenir le nouveau shérif du comté de Nelson, là où il était né. C'était un Américain pure souche. Au début, ils formaient un couple très heureux. Crystal travaillait même pour Brooks. Elle gérait ses propriétés et s'assurait que les loyers étaient bien payés. Mais peu à peu, les choses ont commencé à se gâter. Et peu avant sa disparition, Crystal a confié à ses amis qu'elle voulait le quitter. Le week-end du 5 juillet, elle n'a pas donné de nouvelles à ses parents alors qu'elle était très proche d'eux. Comme elle ne répondait pas, les parents ont demandé à ses amis de la joindre. Mais là encore, personne n'a réussi à la voir. Ils ont vite compris qu'il y avait quelque chose de louche et les parents de Crystal ont donc appelé Brooks qui leur a dit qu'elle était partie, qu'elle l'avait quitté en lui laissant les enfants. Ses parents savaient très bien qu'elle n'aurait jamais abandonné ses enfants. C'était vraiment très très bizarre. La mère de Crystal a donc signalé sa disparition. Et le soir même, sa voiture a été retrouvée. La police n'avait même pas encore commencé à chercher que toute sa famille était en train de ratisser la région. Puis la police est venue sur le terrain avec ses chiens, mais il n'y avait aucune trace de Crystal. Était-elle vraiment partie sans le dire à personne? A-t-elle été kidnappée? Voulait-elle recommencer sa vie à zéro? La police a commencé à suspecter Brooks, parce que c'est son mari et qu'il n'a pas participé aux recherches. En s'intéressant à lui, la police découvre qu'il a un frère, Nick, un membre du département de police de Bardstown, qui était de service en même temps que Jason Ellis. Bizarrement, lui non plus n'était pas très impliqué dans les recherches. La police a ensuite retracé les messages de Crystal. Le dernier texto qu'elle avait envoyé était destiné à une de ses amies. Elle lui disait qu'elle était contente d'avoir trouvé une babysitter pour ce vendredi soir, car elle allait pouvoir passer du temps avec Brooks. Brooks était donc la dernière personne à avoir vu Crystal. Il explique à la police qu'il avait été à la ferme avec leur enfant pour se promener et nourrir les vaches. En rentrant de leur promenade, il a expliqué qu'ils ont dîné et qu'ils se sont endormis comme d'habitude. Crystal jouait à des jeux sur son téléphone et quand Brooks s'est réveillé le lendemain matin, elle avait disparu. Mais la mère de Crystal n'y a pas cru une seconde. Ce jour-là, il pleuvait des cordes et elle ne voyait pas pourquoi sa fille se serait promenée avec son enfant de 2 ans dans un champ boueux et sous une pluie torrentielle. Ça ne lui ressemblait pas du tout. Pendant l'interrogatoire de Brooks, il s'est passé en plus quelque chose de très bizarre. Il a reçu un appel de son frère Nick. Et au téléphone, Brooks avait l'air de réciter une mise en scène qu'ils avaient préparée. Les policiers ont trouvé son comportement très bizarre, mais comme ils n'avaient aucune preuve, ils se sont contentés de le surveiller. Juste après l'interrogatoire au poste de police, Nick et Brooks se sont retrouvés à la fameuse ferme où Crystal avait soi-disant été. Les 2 frères sont restés pendant plusieurs heures avant de repartir chacun chez eux. Mais la police n'avait aucune preuve pour arrêter les 2 hommes. Nick a tout de même été convoqué au poste de police pour quelques explications. C'était assez délicat car il s'agissait plus d'une discussion entre collègues qu'un véritable interrogatoire. Nick a fait comme s'il ne se souvenait plus d'être allé à la ferme avec son frère, mais a expliqué que Brooks n'avait rien à voir dans cette histoire. Il avait une théorie beaucoup plus simple. Crystal était une très belle femme et elle s'était faite enlever. Mais la police n'était pas aussi dupe. Elle a passé le coffre de sa voiture de fonction au détecteur et a trouvé des traces de fluide corporel. Nick a fait l'étonner et leur a assuré qu'il était le seul à pouvoir conduire sa voiture. Il ne comprend pas du tout pourquoi ils ont détecté quelque chose. La police lui demande alors de revenir pour qu'il passe au détecteur de mensonges et Nick accepte sans poser la moindre question. Mais le jour du rendez-vous, il ne se présente pas. Lorsqu'on lui demande de le repasser, il refuse. Mais la police insiste et il finit par accepter sous la contrainte. Et là, le test est catastrophique. Nick semble avoir un discours tout préparé et échoue lamentablement. La police le confronte, mais Nick commence à s'énerver en disant qu'il a été honnête et que tout le monde est en train de perdre son temps. Il savait que les résultats des détecteurs de mensonges devaient être pris avec des pincettes et il en a profité pour jouer là-dessus. Au final, il a été suspendu, puis renvoyé. Brooks, de son côté, a été désigné comme le principal suspect dans la disparition de Crystal Rogers. La police a pu obtenir des mandats de perquisition et fouiller la ferme de fond en comble. Mais faute de preuves, la police n'a jamais passé les menottes aux frères. Pendant des mois, le père de Crystal a tout fait pour retrouver sa fille. Il était complètement brisé. Il faut dire que ce n'était pas la première fois qu'il perdait un membre de sa famille. Sherry Ballard Barnes, sa sœur, qui est donc aussi la tante de Crystal, a été assassinée en 1979. Elle était enceinte de 7 mois et demi.
Son mari voulait divorcer, mais pas elle. Là encore, sa voiture a été retrouvée dans l'Indiana et quelques jours plus tard, son corps a été retrouvé dans une ferme et son mari a été arrêté et reconnu coupable de son meurtre. La disparition de Crystal fait donc étrangement écho à celle de sa tante. À un détail près, pour le moment, son corps n'a pas encore été retrouvé. Et puis 1 an après, alors que l'enquête est à l'arrêt, un nouvel incident vient compliquer l'affaire de la disparition de Crystal. Un matin de novembre, Tommy, le père de Crystal, emmène son petit-fils chasser des cerfs. Vers 7 heures du matin, alors qu'ils sont installés à l'affût d'un animal, Tommy demande à son petit-fils de retourner à la camionnette pour aller lui chercher des jumelles. Et pendant qu'il est seul, Tommy, debout dans le champ, reçoit une balle en pleine poitrine. Son petit-fils, en entendant un tir, court vers Tommy et découvre son grand-père allongé par terre. Il prend son téléphone pour appeler les secours, mais le temps que l'ambulance arrive, Tommy est déjà mort. Après la disparition de Crystal, c'est maintenant son père qui est devenu la cible d'un tueur. Est-ce que là encore il s'agit d'une coïncidence ? Peut-être que ce n'était certainement pas un accident. Le petit-fils a été innocenté car les fusils n'avaient pas servi ce matin-là selon l'enquête. La police n'a jamais su qui avait tiré, mais elle est persuadée qu'il s'agit, comme Jason Ellis, d'une embuscade. Est-ce que Tommy était sur le point de découvrir quelque chose sur la disparition de Crystal ? Est-ce que Brooks, le principal suspect de sa disparition, a quelque chose à voir dans la mort de son beau-père ? Le FBI poursuit son enquête sur tous ces cas. Par la suite, en 2020, les enquêteurs ont découvert des restes humains d'une femme dans un coin isolé de Bardstown. Mais il ne s'agissait pas de Crystal. Ça a été très dur pour la famille, et surtout sa mère qui a perdu sa fille et son mari dans d'atroces circonstances. Et ce qui est très bizarre dans cette histoire, c'est que Brooks a une nouvelle petite amie qui s'appelle Crystal elle aussi. Ils se sont d'ailleurs fait arrêter plusieurs fois tous les deux car ils ont volé des bardeaux de toiture. En clair, nous sommes aujourd'hui en 2023 et les affaires n'ont pas été résolues. Mais maintenant que je vous ai parlé de tous les crimes sombres de Bardstown, pensez-vous qu'il y a un lien entre tous ces cas ? Si oui, quel lien peut-il y avoir entre la famille de Crystal et le meurtre de Samantha et Cathy ? Certains pensent qu'il s'agit d'une affaire de corruption de la police. D'autres, que quelqu'un s'acharne sur la famille pour une question de dette. N'hésitez pas à donner vos théories dans les commentaires.